La faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank, classée 19e du pays, puis Signature Bank 21e, mais aussi Silvergate Bank, inquiète sérieusement les marchés financiers mondiaux suite au repli des principaux indices de Wall Street. En effet, si l'on rajoute l'état d'autres banques systémiques comme le Crédit Suisse, le recul des indices d'autres banques comme le JP Morgan, qui a chuté de 5% durant la séance de vendredi de 10 mars, ceci fait craindre une crise financière internationale comme celle des subprimes en 2007-2008 qui avait provoqué une récession mondiale. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cette nouvelle crise? En fait, la Silicon Valley Bank a profité en 2020 de la planche à billets dans le contexte de la pandémie de COVID-19 qui a accéléré le boom des valeurs technologiques, passant du simple au triple entre 2020 et 2022. Les taux d'intérêt étant faibles, nuls, voire négatifs par moment, la SVB avait placé cet argent dans les bons du trésor du gouvernement américain. Mais à cause de l'inflation, la Fed a dû augmenter les taux d'intérêt et la banque a commencé à subir des pertes comptables. Alors, les startups ayant besoin de trésorerie, elles ont retiré leurs fonds et la SVB a été contrainte de vendre les bons du trésor qui valaient 20 à 30 moins cher. Et à cause de ces pertes, un bank run s'est déclenché et 45 milliards de dollars ont été retirés en une semaine, provoquant la faillite de la banque américaine qui a entraîné dans sa chute les deux autres. Comme à l'accoutumée, dans ce genre d'événement, les responsables occidentaux fusent de déclarations pour rassurer leurs citoyens et éviter la panique du système bancaire. Ainsi, le président Joe Biden, la Fed et la Federal Deposit Insurance Corporation ont décidé d'agir pour éviter une contagion vers les banques systémiques, surnommées les too big to fail ou trop grosses pour faire faillite. Par quelle alchimie? On ne sait pas, Dieu seul le sait. En effet, le gouvernement US et la Fed ont annoncé une garantie de dépôt jusqu'à 250 000 dollars, mais encore une fois, une question se pose, jusqu'à quand et jusqu'à combien? En Europe, même topo concernant les déclarations de responsables, assurant qu'il n'y avait aucun risque de contagion. Autrement dit, le même son de cloche qu'en 2007 et 2008. À titre d'exemple, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a affirmé qu'il n'y avait pas de risque de contagion en France. Or, comme ils l'ont dit tellement, à l'instar de sa guerre totale contre le système financier et l'économie russe en 2022, en février 2022, qui, selon lui, allait provoquer l'effondrement économique de la Russie et ferait mordre la poussière aux Russes. Alléluia, alléluia, alléluia. On serait bien tenté, et sur ce coup, je crois que beaucoup de nos amis et auditeurs français seraient d'accord avec nous qu'il faudrait terminer sa phrase par Madame la Marquise. Pas de risque de contagion en France, Madame la Marquise, d'autant plus qu'un événement de même type s'est déjà produit en Europe, en Italie plus précisément, avec la faillite de l'assurance vie Eurovita. Donc, quelle est la nature de la crise engendrée par la faillite de ces trois banques américaines? Y a-t-il risque de contagion partout en Occident qui pourrait provoquer l'explosion du système financier et monétaire international? Alors, tous les développements sur toutes ces questions fondamentales dans quelques instants avec mon invité, le professeur Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal et membre du conseil scientifique d'attaque au Québec. Professeur Omar Aktouf, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonjour, bonjour, merci à vous. Alors, professeur Aktouf, les faillites de la Silicon Valley Bank, de la Signature Bank, Silvergate Bank et d'Eurovita sont-elles liées à des questions de mauvaise gestion, d'actifs toxiques et autres, ou s'agit-il d'un crack obligataire qui ne fait que commencer à cause de la remontée des taux? Et le problème est-il l'énorme, dans ce cas-là, d'obligations souveraines qui constituent la base des bilans des institutions financières du monde entier et dont la valeur s'est brutalement rétrécie après le relèvement des taux d'intérêt par la Fed et la BCE.
Là, il y a beaucoup de choses à comprendre. D'abord, cette crise, contrairement à ce que on dit partout, de ci, de là, bon, vous avez cité les éléments qu'on donne pour l'expliquer, eh bien, c'est des explications qui sont, à mon avis, très incomplètes. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a une forme de systémisme dans le fonctionnement de l'économie qui influence l'économie en dehors même de l'économie elle-même, et encore plus en dehors de la finance. Alors, il faut comprendre que aujourd'hui, l'économie est devenue essentiellement financière. L'économie réelle ne grossit pratiquement plus. La croissance par l'économie réelle ne se fait plus qu'en Chine, en Russie, au Brésil, en Inde, bon, des pays comme ça, le BRICS notamment, disons. Mais dans l'Occident, c'est fini. La croissance industrielle sur des bases de capacités industrielles installées, il y en a pratiquement plus. Comme l'a dit Arnaud Montebourg il y a la semaine dernière, il a dit comment la France a perdu Arcelor, elle a perdu Thomson, elle a perdu, etc. Enfin, je ne sais C'était combien de... lors de son audition dans Voilà, la commission d'enquête parlementaire. exactement, devant la commission parlementaire. Bon, alors, par ailleurs, il y a la sénatrice Warren, démocrate des États-Unis, qui a posé des questions à Jérôme Powell, le patron de la Fed, pour lui dire, écoutez, est-ce que vous allez encore faire les mêmes jeux que d'habitude, c'est-à-dire jouer sur la monnaie? On va voir tout à l'heure ce que c'est que jouer sur la monnaie, les politiques monétaristes et leurs limites. Mais la sénatrice Warren, Elizabeth Warren, à mon avis, extrêmement raison d'interpeller Jérôme Powell, le directeur de la Fed, en lui disant, écoutez, votre réaction automatique, dès qu'il y a inflation, vous ne cherchez pas d'où ça vient exactement, etc. Vous vous mettez à augmenter les taux d'intérêt. Alors on voit que les taux d'intérêt, hier encore, Powell a annoncé que ça sera autour de 5,1% d'ici donc fin 2023. Et ça commencerait peut-être à baisser après. Donc, il continue dans la logique. Il vient d'augmenter de 0,25 points encore hier. Et donc, Elizabeth Warren lui pose des questions que je lui aurais posées moi. Je lui ai dit, écoutez, arrêtez de penser que ce n'est que l'inflation et que cette inflation n'est due qu'à une chose et une seule, c'est la masse monétaire qui gonfle et qui est en expansion, donc notamment le salariat, et aussi que ce n'est que les conséquences des traficotages. On sait que le Crédit Suisse avait des problèmes depuis 3 4 ans déjà, hein. Le Crédit Absolument. Suisse, voilà, il pèse quelque chose comme 400 milliards de dollars. Et bon, UBS, c'est quand même 4000 milliards, si j'ai bonne mémoire aussi, c'est quand même beaucoup. Et il y Mhm. avait des problèmes de gouvernance, des problèmes de corruption, de la même chose que Silicon Valley, la même chose que... Bon, donc je reviens à Warren qui dit à M. Powell, et si cette crise était due aux effets de la guerre d'Ukraine, qui fait que tous les pays de l'Occident sont obligés de tirer sur pour armer l'Ukraine, et donc on arme l'Ukraine, mais on déshabille la consommation, on déshabille le logement, on déshabille les filets sociaux, on déshabille l'éducation, on déshabille tout ça, et on jette de l'argent vers l'Ukraine. Et est-ce que c'est pas tout cet argent qui part vers l'Ukraine qui est une des causes de cette crise, et que les banques, il faut bien qu'elles compensent. L'argent sort et il faut bien que les banques compensent d'une façon ou d'une autre. Alors que la façon de compenser, c'est de spéculer, et notamment comme l'a essayé de le faire donc la Silicon Valley et Crédit Suisse, en jouant sur les valeurs des fonds souverains, etc. Bon, en traficotant de l'argent sale, du blanchiment, etc., etc. C'est pas propre du tout ça, hein. Mhm. On le dit pas assez, mais c'est vraiment pas propre. C'était déjà quelque chose. Bon, et Warren continue en lui disant, écoutez, est-ce que cette crise, c'est pas une crise des surprofits des entreprises? On le voit bien là. Les entreprises, elles font du surprofit, mais c'est du jamais vu.
Alors, il faudrait peut-être, au lieu d'augmenter les taux d'intérêt et d'impacter, de punir toujours les mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont les moins de revenus, ceux qui souffrent directement des effets du haut de la hausse du coût de l'argent, ben pourquoi ne pas punir ces entreprises qui font des profits comme de l'eau pendant que le monde est en train de s'écrouler? Alors, elle ajoute aussi quelque chose qui rejoint d'ailleurs les derniers rapports de l'ONU et du groupe sur l'observation du climat, lesquels disent combien d'années, d'abord ils disent qu'on est dans une crise aujourd'hui de détresse hydrique pour plus de 10% de la population mondiale. Alors, plus de 10% de la population mondiale qui est en détresse hydrique, c'est de l'argent, ça. Et comment on va faire? Comment font tous ces pays? Alors, tous ces pays qui, tout d'un coup, au lieu d'aller chercher l'eau dans le puits, dans le robinet, machin, ils sont obligés de l'importer avec des camions-citernes d'autres pays, de très loin, de montagnes, de je ne sais quoi. C'est de l'argent qui sort, tout ça. C'est c'est des dépenses, c'est des banques qui doivent sortir de l'argent, c'est donc des pertes d'actifs, des pertes dans la valeur des dépôts. Et tout ça, donc, Warren pose toutes ces questions. Et cette inflation, est-ce qu'elle n'est pas due, autre question que Warren pose à Powell, est-ce qu'elle n'est pas due au fait que les entreprises en profitent pour augmenter les prix de façon comme ça, comme ils veulent? Alors, il y a des prix qui ont augmenté de 20%, 30%, 40%, 12%, 15% un peu partout dans le monde. Et elle dit, bon, est-ce que le problème n'est pas là, plutôt que toujours dans l'assèchement de la masse monétaire qui circule? Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas taxer ces surprofits, ces entreprises, ce qu'ont d'ailleurs commencé à faire des pays comme la Belgique, qui est passé à près de 40%, la Pologne 60%, la Tchéquie 90%. La Mhm. Tchéquie taxe les surprofits de 90%. Bon, l'Irlande, l'Angleterre, la France, etc., se sont passés, le nouveau Premier ministre anglais est passé de 25 à 35%, mais ils n'ont pas dépassé les 30-35%, ce qui est énormément insuffisant. Il faudrait taxer tous ces surprofits d'au moins 50-60%, minimum, minimum, minimum. Alors, Madame Warren dit, voilà pourquoi ce ne serait pas ça la solution. Aller chercher l'argent là où il est, sans compter les sursalaires, les hypersalaires des patrons et des PDG. Alors, on sait que les patrons de Silicon Valley, un mois, 2 semaines avant la fermeture, ils ont touché leur bonus, qui se chiffre en millions de dollars, ils ont touché leur prime, ils ont touché leur salaire et ils ont vendu leur stock option. Le patron de Silicon Valley Bank a vendu, donc il a annoncé la vente un C'est mois un avant. délit d'initié, ça. Normalement, c'est puni par la loi. Non, parce qu'il l'a fait un mois avant. Il a respecté la loi. Il a annoncé un mois avant, c'est l'annonce. Un mois avant, il faut annoncer que vous allez liquider ou mettre en vente vos stock options. Donc il l'a fait. Il a respecté la lettre de la loi. Mais on ne peut pas dire qu'un mois avant que sa banque ne ferme, on ne peut pas dire que le PDG de Silicon Valley ne savait rien. C'est pas Absolument. possible. Bon, donc on a affaire à du banditisme. Ce n'est plus de la logique économique, de la logique monétaire, de la logique financière, de la logique d'équilibre entre actifs, comptes, dépôts, épargne, taux à court terme, taux à long terme, obligations à long terme, obligations à court terme. On n'est plus dans cette logique-là. On est dans une logique de vrai banditisme. Les entreprises et les banques aujourd'hui agissent en institutions de banditisme, c'est-à-dire qu'elles haussent les prix comme elles veulent. Vous savez, les D'accord. salaires à l'échelle mondiale, en moyenne, depuis le Covid, ils n'ont même pas augmenté au niveau de l'inflation, même pas rattrapé l'inflation, alors que les revenus des entreprises ont été multipliés par deux, les banques comprises, multipliés par deux en moyenne partout. Alors, si ça, c'est pas dit. Alors, voilà les problèmes auxquels il faut s'attaquer. L'autre chose dont je voudrais parler aussi, donc pour changer, il faut changer de raisonnement. Parce que si on continue à raisonner en termes juste d'équilibre et de compensation, de perte d'actifs, de ceci, de fonds souverains, de ceci, cela, etc., et de hausse d'intérêts
et de croissance, on est fichu. Il ne faut plus penser en termes de croissance. Il n'est pas question de renflouer les banques pour chercher de la croissance. La croissance de quoi? On va faire croître encore de la monnaie bidon. Et Mhm. cette monnaie bidon, c'est cette monnaie qui nous a mis dans cette crise-là. Et c'est la continuation depuis la crise de 2008. Hein, il ne faut pas croire, ça ne s'est D'accord, pas arrêté. Il faut d'accord. savoir aussi que la guerre d'Ukraine, par exemple, se préparait depuis 2008. Ça, ce n'est pas un secret. Elle a commencé vraiment en 2014. Mhm. Mais c'était préparé parce que tout simplement les États-Unis en premier et l'Occident se sont rendus compte que la puissance industrielle leur échappait. Mhm. Elle allait en Chine, en Inde, en Russie, tout ce qu'ils ont fait contre la Russie. Regardez, la Russie compte pour 3% du PIB de l'Occident. Avec 3% du PIB de l'Occident, regardez comment la Russie est solide. Elle est quand même solide. Le Mhm. rouble, l'économie, tout ça, c'est pas la déroute qu'on attendait. Mais ça, c'est tout simplement parce que la Russie, comme la Chine, etc., au lieu d'avoir un PIB, un PNB qui est compté en spéculation et en salaire indécent, mirifique, colossaux, himalayesques des patrons, etc., c'est comme ça qu'est compté le Donc, PIB, le PNB si, américain. en fait, je sais pas, je vais juste rebondir un peu sur ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'endettement mondial global, il se chiffre presque à 1 million de milliards de dollars, Oui, mais quand on regarde la production industrielle et agricole, qui normalement est censée payer la dette, c'est-à-dire, à mon sens, il ne faut pas sortir d'une grande école d'économie pour comprendre que le système est mort. La dette ne sera jamais mais bien remboursée. sûr. Mais bien sûr, Mais l'économie, revenons quand même, oui, justement, je voulais vous poser la question sur le risque de la contagion. Parce que oui, de la contagion, parce qu'il y a ici l'épargne des pauvres gens, des petites gens, l'épargne des petites entreprises qui font travailler les gens et qui est quand même menacée. Et ces déclarations, ne vous inquiétez pas, Madame la Marquise, tout va bien, c'est-à-dire n'éclaircissent pas le jeu. Alors, le problème, c'est que depuis la crise des subprimes en 2008, la Fed et la BCE ont ouvert le robinet de l'argent à des intérêts faibles, nuls, voire négatifs par moment. Et ainsi, les obligations, euh, les critères de BAL 1, 2, 3 ont obligé les banques à avoir beaucoup d'obligations d'État parce qu'elles sont jugées fluides et sûres. Et c'est justement, c'est les valeurs de ces obligations actuellement qui sont en train de chuter. Et alors que ces obligations d'État font le bilan de toutes les banques dans le monde. Alors, si on conjugue l'effondrement de la production, de l'économie réelle, à ce risque de chute, comment voyez-vous la chose? ah ben, je ne la vois que d'une façon, et une seule. Et ça fait des années que je le répète. Mhm, C'est changer de paradigme économique. Le paradigme économique néoclassique, néolibéral, il est fini depuis des années. À partir du moment où il est devenu financier, qui dépasse l'économie, et à partir du moment où l'économie n'est devenue que production de monnaie, par la finance, etc., bon, on sait que tout ce qui se passe aujourd'hui, y compris la guerre d'Ukraine, c'est tout simplement le fait que les États-Unis et l'Occident se sont rendus compte que réellement, la puissance économique, technologique, scientifique leur échappait. mhm, Alors, si vous n'avez plus les puissances de capacité industrielle installées, de production de capacité industrielle installée, etc., avec des salaires et des salaires, y compris de patrons, tout ça, raisonnables, comme on a dans les pays du BRICS, bon, notamment l'Inde, la Chine, la Russie, eh bien, vous avez des économies qui ne fonctionnent plus que par la planche à billets et le casino de la bourse. Bon, alors, ceci fait que les petits épargnants, évidemment, ben, ils ne sont pas épargnés. Et puis, tous ces discours de tout va bien, Madame la Marquise, c'est connu, c'est depuis toujours. La crise de 1929, la veille, la veille au soir, la crise a commencé le lendemain vers 10 heures du matin, le jeudi 24 octobre de 2029. Eh bien, la veille, l'après-midi, en fin d'après-midi,
les économistes, etc., les politiciens, les gouverneurs des États-Unis, tout ça, tout le monde disait tout va bien, tout va très bien, il n'y a aucun problème, la bourse et tout. Et le lendemain, les gens se jetaient du 20e étage des gratte-ciel parce que c'est la ruine, la catastrophe. Alors bien sûr qu'ils font ça. Alors ils font ça pour calmer le jeu. Il faut calmer le jeu, il faut pas créer de panique, parce que si on crée une panique, bon, déjà la panique, elle est là. On le Elle est sait, mais là, ouais. on nous le dit pas, mais les gens courent Parce que retirer leur justement, argent. c'est-à-dire que si la remontée de ces taux vont faire sauter toutes les obligations d'État qui sont, par exemple, dans Oui, pratiquement toutes les banques. bien sûr. Et donc, Oui, oui. on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de contagion. C'est vraiment se moquer du monde. Mais bien sûr, mais les obligations, c'est le cheval de bataille de toutes les banques, de la plus petite à la plus énorme. Alors, quand vous avez des taux d'intérêt à court terme qui rapportent plus que les taux d'intérêt à long terme, à cause de, bon, de l'augmentation du taux d'intérêt, bien sûr, de la Fed, eh bien, vous avez évidemment des gens qui vont se mettre à liquider, mais par brouette, par wagon. Ils vont liquider leurs fonds souverains et leurs obligations qu'ils détiennent actuellement parce qu'ils vont plus rien valoir avec un taux d'intérêt de 5, Absolument. plus que 5% que la Fed nous annonce jusqu'à pratiquement 2024. Ben, qui est fou pour garder des obligations qui valent 3 points ou 4 points de moins? Il n'y a personne qui va les garder. Donc, c'est sûr il va y avoir une contagion. Alors, l'autre affaire, donc, et là, je rejoins aussi Madame Elizabeth Warren, qui a dit aussi, je ne sais pas si c'était elle ou un autre sénateur, enfin bon, pas les sénatrices, et qui a dit, regardez, juste prenons l'État de Californie et la France. Juste les catastrophes naturelles, enfin naturelles, entre guillemets, parce que ce n'est pas naturel du tout, ça a été provoqué par les activités humaines et particulièrement les activités économiques. Bon, et donc les activités économiques à base d'énergie fossile, tout ça, bon, on connaît tout ça, eh bien, toutes les catastrophes, juste des 5, 10 dernières années, qu'a connu la France et qu'a connu la Californie, combien d'années de PIB de la Californie et de la France il faudra juste pour compenser tout ce qu'ont coûté toutes ces catastrophes naturelles. Donc, il faut déjà, au lieu de se jeter sur les taux d'intérêt, sur les manipulations monétaires, etc., il faudrait déjà commencer par penser à nos comportements de tous les jours vis-à-vis de cette nature et vis-à-vis de ce qu'on appelle la croissance économique, et regarder que chaque point de croissance économique, en fait, c'est 250 points de dette de manque à gagner déjà pris sur le PIB futur, pratiquement sur 10 ans. Mhm. Alors c'est tout ça qu'il faut regarder aussi. Alors donc, c'est tous ces discours, ben, écoutez, si vous regardez le discours du patron de BlackRock, bon, vous avez BlackRock, Vanguard et State Street qui pèsent, ces trois-là, américaines, hein, Mhm. BlackRock, Vanguard, State Street pèsent un cinquième des fonds d'investissement du monde, Mhm. c'est-à-dire pas loin de 25 000 milliards de dollars. Écoutez, 50 000, je crois. Oh, si je ne me trompe pas. non, non, les trois, c'est pas loin de 25 000. En D'accord. termes de capitalisation, je pense, ou en termes de dépôt qu'ils ont pour l'instant. Alors, donc, juste ces trois-là, ben, qu'a dit le patron de BlackRock? Il a dit, je ne suis pas rassuré du tout. Le patron de BlackRock, c'est-à-dire BlackRock, ça pèse à peu près la moitié de total de ces trois-là, hein, bon. Je pense qu'il est pas loin de 10 10 000 000. milliards de dollars. Ouais, Voilà, c'est 10 ça, 000 10 milliards 000 de dollars. Oui, oui. Et d'actifs. donc, Ouais. lui, il a dit, pas du tout. Je ne suis pas rassuré du tout. Et il a même rajouté hier, je pense, avant-hier, ceux qui pensent que c'est fini, ben, c'est pas fini du tout. Et moi, je pense qu'il a raison. Comme d'ailleurs Joseph Stiglitz, enfin, je ne suis pas très d'accord avec Joseph Stiglitz quand il dit que la Fed a commencé à prendre les bonnes mesures
et notamment parce que vous savez que lui, il n'est Justement, pas... je voulais vous poser cette question sur les bonnes mesures de la Fed. Oui, Donc, il est évident que les principaux responsables de cette crise, comme vous voulez de le développer, c'est l'ultra-financiarisation, mais aussi c'est ce que les banques centrales ont fait depuis 2008. Et avec les taux zéro, peut-être de temps en temps même négatifs. Et donc, sans prévoir l'inflation qui ne devait pas manquer d'arriver, puisqu'elles ont relevé le taux rapidement, prenant à contre-pied toute la finance. Mais ce qu'ils annoncent comme solution par par la nouvelle, par la garantie d'un plafond euh, et, et 250 000. voilà, 250 000 avec une émission sur des titres sûrs et ainsi de suite. Est-ce que c'est pas un nouveau quantitative easing qui s'annonce? Et dans ce cas-là, n'est-ce pas le cas du serpent qui se mord la queue? Ah ben, écoutez, mais bien sûr, ça, c'est euh, ce que ça veut dire. Alors, je ne sais pas si les auditeurs ont déjà vu, il y a une de mes vidéos d'analyse que j'ai faite il y a, mon Dieu, 2017, je pense, ou 2018, et qui tourne un peu sur je parlais de 5 bulles qui nous guettaient. J'en parlais déjà en 2017, hein, 2017-2018. Et l'une des bulles dont je parlais, et qui est évidente, c'était la bulle notamment des startups dans particulièrement les gaz de schiste. Parce que les gaz et les pétroles de schiste, c'est aussi des startups. C'est des gens qui tout de suite montent très vite parce que le gaz et le pétrole de schiste, c'est rentable seulement sur une année ou deux ou trois maximum. Et il faut tout de suite aller creuser un autre puits. Donc, emprunter encore de l'argent, emprunter, creuser, emprunter, creuser, emprunter, creuser. Donc, c'est une bulle qui commence à gonfler, gonfler, gonfler par rapport à la rentabilité réelle des gaz et des pétroles de schiste qui sont de loin inférieurs au gaz et au pétrole conventionnel. Hein, bon, donc, c'est de l'ordre de 7-8% à 30-40%, donc le différentiel. Mhm. Et donc, j'avais pratiquement prévu ça, parce que la Silicon Valley, sa crise, c'est une crise de start-up. Et personne ne nous dit qu'il n'y a pas de start-up liée au gaz de schiste aussi. Parce qu'en Californie, il y en a aussi, il y en a partout, enfin, pratiquement aux États-Unis, et particulièrement, évidemment, les startups particulières au Silicon Valley. Alors, comme la chaîne d'approvisionnement, comme l'a appelé Warren, le grippage, elle a appelé ça le grippage, donc la chaîne d'approvisionnement dans le monde s'est grippée depuis le Covid. Alors, les banques, il faut savoir que les banques se prêtent entre elles, hein. Alors, je vais venir donc à leur aveuglement, à leur façon de toujours faire les mêmes remèdes pour des problèmes différents. N'importe quel problème, c'est le même remède. Et donc, là, ces banques, eh ben, elles savaient où elles pouvaient deviner que tout de même, ces bulles n'allaient pas durer éternellement et qu'avec le Covid, les chaînes d'approvisionnement vont se rompre sur, je ne sais pas, il nous faudra 5-10 ans pour rattraper le gap, le fossé de chaînes d'approvisionnement, les conteneurs qui sont encore en surestarie quelque part à Shanghai ou en Chine ou en Inde, ben, depuis le Covid, il y en a qui ne sont pas encore arrivés à destination. Alors, quand est-ce qu'ils vont arriver avec des puces, avec je ne sais pas quoi, avec tout ce dont ont besoin Mhm. toutes ces startups, y compris le pétrole de schiste et le gaz de schiste, qui, avec la guerre d'Ukraine, voulaient aussi monter Mhm. en obligeant l'Europe à acheter le gaz américain plutôt que le gaz russe. Bon, ça c'est connu Ouais. aussi, donc ça fait partie de l'équation. Alors, pour répondre plus directement à la question, donc, ils réagissent, les banques, les systèmes financiers ont tendance à réagir un peu comme quelqu'un qui n'a qu'un seul outil, le marteau. Il a un marteau et n'importe quel problème qui se pose, c'est un clou. Voilà. Alors, bah, il n'a pas d'autre outil. Et le marteau, c'est quoi? C'est les politiques monétaires. Donc, c'est tout ce qu'ils savent faire.
joué depuis Milton Friedman, depuis Mhm. les néoclassiques et les néolibéraux, c'est des politiques monétaristes essentiellement. Les politiques industrielles sont oubliées depuis longtemps, enfin depuis Reagan, Thatcher et compagnie. Et donc, des politiques monétaristes qui consistent à un marteau. Alors, la masse monétaire augmente, on tape sur le clou. La masse monétaire diminue, on tire sur le clou. Parce que le marteau, Voilà, il a deux faces, hein. Il a une face pour tirer le clou, il a une face pour, pour l'enfoncer. absolument. Alors voilà comment fonctionnent les banques et comment elles réagissent. Bien évidemment, ce ne sera pas du tout le remède. Et s'ils vont, comme Joseph Stiglitz, bon, ça je suis d'accord avec lui, le quantitative easing n'est pas toujours la bonne solution. Et lui, il est pour la hausse des taux d'intérêt. Bon, on peut être pour, oui, mais moi, je reproche à Stiglitz de ne pas avoir ajouté ce qu'ajoutait Elizabeth Warren, par exemple, qu'il faut combiner à cette hausse des taux d'intérêt pour limiter la masse monétaire qui circule dans le monde et son emballement, et l'inflation et la hausse des prix, tout ça qui va avec, le Mhm. surprofit, tout ce qui s'ensuit, associer également une forme euh, de quantitative easing, de relâchement de la monnaie, de l'intérêt pour les plus démunis. Voilà, donc D'accord, on peut très bien d'accord. jouer avec des taux d'intérêt différentiels, des taux d'intérêt élevés pour les banques. Mais pas, en résumé, pas l'argent pour les riches et Voilà, l'austérité pour les pauvres. voilà. L'ex-président des États-Unis, Donald Trump, a réagi à la faillite de la Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silvergate Bank en déclarant que, compte tenu de ce qui arrive à notre économie dans le contexte de la proposition d'augmentation des taux d'intérêt, la plus importante et la plus stupide de l'histoire des États-Unis, Joe Biden devient le Herbert Hoover des temps modernes. Donc, nous aurons une grande dépression beaucoup plus grande et plus puissante que celle qui a commencé en 1929. La preuve en est que les banques commencent déjà à s'effondrer. Donc, ma question, êtes-vous d'accord avec ce constat? Le monde va-t-il connaître une nouvelle crise capable d'ébranler l'ensemble du système financier et monétaire international? Donald Trump, ben, pour une fois, je suis d'accord d'accord avec lui. Et il a parfaitement raison. Augmenter les taux d'intérêt de cette façon-là et ne pas du tout regarder du côté des surprofits, des salaires indécents des PDG, des machins, des vols, des détournements dans les banques, les casinos, comme j'ai déjà dit, aussi bien la Silicon Valley que le Crédit Suisse et tout étaient déjà dans l'eau chaude depuis 3, 4, 5 ans, avec pratiquement des comportements de banditisme bancaire, quoi, de malversation, de détournement, d'argent sale, etc., de jeux entre les dépôts et les investissements, etc. Bon, passons. Mais donc, oui, là, pour une fois, on peut être d'accord avec Trump. Oui, la récession nous arrive, ça c'est clair. Alors, la récession, Mais je pourquoi? Ben, pense aussi justement, que ce qu'il veut sous-entendre, parce que cette récession, elle s'accompagne avec des investissements qui ne cessent d'augmenter dans l'armement, dans l'armée et tout. Donc, il oui, sous-entend, entre guillemets, qu'il pourrait y avoir une guerre mondiale. il a peut-être pas tellement tort que ça, parce que malheureusement, si le capitalisme financier, alors je vais essayer d'expliquer comment fonctionne le capitalisme financier tout à l'heure, si on a le temps, pour que les gens comprennent bien toute la problématique. Bien, le capitalisme financier, aujourd'hui, il est aux abois. On le voit bien, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, les États-Unis, l'Occident, tout ça, on voit bien qu'ils ne sont plus des puissances économiques, des puissances industrielles, des puissances scientifiques, des puissances technologiques, c'est fini. Bon. Et donc, là, qu'est-ce qu'il leur reste? La puissance financière, le dollar, évidemment. Les moyens de paiement, le dollar, l'euro, et pas loin, la livre sterling anglaise, bon, quoique, bon, pas très, bon, enfin, peu importe, mais disons essentiellement l'euro et le dollar. Et donc, ils veulent jouer avec le fait que dans le monde,
il y a de telles réserves d'euros et de dollars, puisque c'est les moyens de paiement obligatoires pour pratiquement aussi bien de paiement du pétrole, etc., que de toutes les importations, tout ce qui fait le terme de l'échange entre les pays du centre et les pays de la périphérie, et aussi euh, tout ce qui fait les réserves mondiales. Tous les pays dans le monde entier font des réserves de change et de devises en euros, en dollars. Donc c'est la seule puissance qui leur reste et ils veulent jouer avec. Alors jouer avec comment? Déjà la guerre d'Ukraine pour essayer d'étouffer la Russie avec notamment la question du gaz. Ensuite, faire marcher la planche à billets et la croissance, entre guillemets, de l'Occident par les armes, vous vous en rendez compte, les centaines de milliers de dollars, de milliards, pardon, de dollars qui ont été déjà mis dans la guerre d'Ukraine par l'Occident. Ils en sont à un tel point où ils n'ont plus de quoi financer pratiquement leur propre. Ça sans euh, compter déjà les augmentations de leur budget militaire. Les Bien sûr, États-Unis allaient à 850 milliards de dollars. oui, 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 Aujourd'hui. oui, 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 150, c'est du jamais vu. Si on compare à celui de la Russie, c'est un pygmée. Et la Chine, bon, peut-être un petit peu plus, mais c'est pas 850 300 millions. milliards. La Chine, c'est 300 milliards. Voilà, 300 milliards et La bon, Russie, à peu près, c'est 65. 55, 60, 65. 65, Dans voilà, les c'est ça, oui. alentours Oui. de 65. J'étais aux alentours de 55, moi je pensais. Bon, enfin, bon, ben, on est loin, hein. Bon, donc oui, bien sûr, oui, oui, oui. Donc ils veulent alors là-dedans et donc par les armes et par l'arme du moyen de paiement, parce qu'il faut savoir que la monnaie a trois visages ou trois rôles, si vous voulez, enfin parmi plusieurs. Bon, j'abrège, je simplifie. Le premier, c'est d'être une unité de compte. Le deuxième, c'est d'être une unité de paiement. Et le troisième, c'est d'être une unité de réserve. Or, l'euro, le dollar, la livre sterling et les monnaies comme ça sont de fait, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement le dollar, maintenant l'euro qui s'arrime, sont de fait les moyens, les unités de paiement. Or, nous, les pays du tiers-monde, les pays, etc., y compris la Russie, y compris la Chine, y compris, c'est pour ça que le BRICS veut faire un nouveau système monétaire international, n'ont que des monnaies qui sont essentiellement des unités de compte. Les unités avec lesquelles vous comptez votre PIB, votre PNB, votre machin. Mais si je parle d'Algérie, par exemple, c'est pas avec le dinar qu'on va aller acheter des bananes au Cameroun. Il fallait les acheter en dollars. Donc notre dinar n'est pas une unité de paiement, c'est une unité de compte. Mhm. Même pas une unité de réserve, puisque les réserves, il faut les faire en devise, sinon on n'achète rien avec. Bon, alors donc, voilà pour comment ça fonctionne, ça. Et puis les crises, il faut comprendre aussi que les crises ne sont pas des maladies du capitalisme. Les crises sont inhérentes au fonctionnement même, à la nature même du capitalisme. Mais il y a plusieurs sortes de crises. Il y a les crises souhaitées, provoquées. Il y a des crises subies. Celle de 1929, par exemple, était une crise subie qui tombait dessus sur le capitalisme mondial, sans qu'il, même la veille, il ne voyait pas venir. Mais bon, d'autres crises, comme 2018, par exemple, pardon, 1998, qui a touché la Corée, puis une bonne partie de cette C'est la région-là. crise asiatique de 97. Voilà, De voilà, ça, c'est 97. une crise provoquée, oui, 97-98, enfin, c'est un peu Mhm. allongé, était provoquée. On sait que c'est Soros qui a retiré 40 ou 50 milliards de dollars dans les fonds d'exportation, notamment de la Corée du Sud. Et aujourd'hui aussi, nous sommes dans une crise voulue. C'est une crise provoquée, c'est une crise souhaitée, c'est pas une crise. Alors, elle est voulue. Pourquoi? Pour les raisons que je viens d'énoncer, c'est que l'Occident, il ne lui reste plus que la puissance financière. Donc, il contrôle la monnaie qui circule dans le monde en tant que moyen de paiement et il veut, avec ça, affaiblir la Russie, affaiblir la Chine,
affaiblir le Brésil, affaiblir le BRICS et tout ça, enfin tous les pays qu'on appelle émergents, et continuer à rester le leader mondial de l'économie comme ils veulent rester, mais c'est impossible. C'est impossible pour cette raison, notamment de ce qu'on appelle la trappe à billets, parce que tout ce qu'ils peuvent faire pour l'instant, comme l'a dit Montebourg pour la France a perdu ses fleurons industriels de capacité de production. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent juste imprimer de l'euro. Et imprimer de l'euro, ça ne sert à rien quand on ne fabrique rien derrière. Ou fabriquer du dollar, ça ne sert à rien si on ne fabrique rien derrière, à part le gaz de schiste, qu'ils obligent les autres à acheter en ayant saboté les gazoducs de la Russie, comme on le sait. Donc, cette trappe à billets, ce piège qui guette le quantitative easing, qui va sans doute suivre, parce que là, ils alternent. C'est l'autre côté du clou. Hein. Là, ils tapent Mhm. sur le clou pour celle-là, ils augmentent le taux d'intérêt. Et puis, à un moment donné, ils vont tirer sur le clou pour quantitative easing parce qu'ils vont tout simplement étouffer l'économie. Il n'y aura plus de pouvoir d'achat, les consommateurs ne vont pas emprunter, ils ne vont pas acheter, les investisseurs ne vont pas investir, etc. Bon. Donc, on sait que ce que les taux d'intérêt provoquent, sans compter le problème des obligations, des fonds souverains, etc., qui vont perdre leur valeur et qui vont créer des mouvements de panique. Donc, quantitative easing, l'assouplissement quantitatif, c'est lâcher la banque, la planche à billets. Et comme l'avait dit Draghi dans la crise donc de 2008 et après, la crise de Grèce, tout ça, il avait dit qu'il allait, s'il le fallait, arroser l'Europe d'argent par hélicoptère. Mais c'est quand même incroyable dire une chose pareille quand on est le président de la BCE. Envoyer de l'argent par hélicoptère, semer l'argent, comme du blé qui va pousser ou je sais pas quoi. Bon, alors la trappe à billets, voilà ce que ça veut dire. C'est un peu compliqué, mais je vais essayer de faire simple. C'est que quand il y a en même temps taux d'intérêt élevé, c'est-à-dire ce qui fait que les consommateurs n'empruntent pas, n'achètent pas, etc., il y a en même temps inflation. Les prix sont élevés, donc les gens hésitent d'acheter parce qu'ils anticipent des baisses de prix avant de se mettre à acheter. Bon, donc ce qui limite les capacités des banques d'épargne, etc., etc. Les banques hésitent à se prêter entre elles parce que les taux d'intérêt sont trop élevés. Et puis, si elles prêtent entre elles, elles vont juste accumuler encore du numéraire qui servira à rien puisque les emprunteurs n'empruntent pas, les consommateurs, les producteurs n'empruntent pas non plus puisqu'ils ne veulent pas investir. Ils veulent attendre que les taux d'intérêt soient plus bas et que le coût de l'argent soit plus bas pour pouvoir investir disons, pas à perte ou sinon gagner. Donc, cette trappe à billets, c'est que tous ces billets avec lesquels on va arroser le monde ne serviront strictement à rien parce qu'ils vont tomber dans cette espèce de trou noir entre les consommateurs qui ne consomment plus à cause des taux d'intérêt élevés, tout ce que je viens d'expliquer, etc., les investisseurs, les producteurs qui n'investissent plus non plus, qui hésitent parce que c'est trop cher, c'est à leur coûter, les banques qui ne se prêtent plus entre elles ou beaucoup moins, etc. Donc, ce qui fait que cet argent va se fondre comme dans un trou noir et puis il servira à rien. C'est ce qu'on a vu par exemple pour la Grèce, ça a duré pratiquement 10 ans. La planche à billets, tous ces billets-là sont tombés dans une trappe qui n'a servi à rien à cause des mécanismes que je viens d'expliquer. Là, j'espère que j'étais assez clair parce D'accord, que c'est pas c'est pas simple à exposer. d'accord. Donc, alors voilà. Alors, maintenant, mon sentiment, c'est qu'ils ne savent plus quoi faire. Alors, ils ne savent plus s'il faut taper avec le marteau ou s'il C'est faut exactement tirer ça, ouais. avec le Pour ça que je vous marteau. disais tout à l'heure, est-ce que ce n'était pas le serpent qui se mord un peu la queue? Ils déversent Ah oui, l'argent, c'est un problème. Ils élèvent les taux d'intérêt, c'est un problème. exactement. Et ça, c'est la logique du capital. Alors, c'est ça que je voulais expliquer aussi. Il faut comprendre comment fonctionne le capital. Le capital, il a un pivot essentiel, pratiquement fondamental, c'est le pivot de l'offre de crédit. Sans offre de crédit, le capital ne fonctionne pas.
C'est ça la base du capital. Donc, il y a de l'offre de crédit. Qui est-ce qui offre les crédits? C'est les banques centrales, c'est je sais pas quoi, c'est bon, les bourses, les fonds d'investissement, tout ce que vous voudrez. Et donc, il faut une offre de crédit qui alimente la chaîne emprunt, intérêt, consommation et intérêt qui revient aux banques. Et c'est ce cercle qui alimente le fonctionnement du capitalisme. Donc, offre de crédit, intérêt, consommation, consommation, intérêt, consommation, production, production, emprunt, emprunt, intérêt, etc., etc. Alors, quand cette espèce de cercle se grippe, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il est grippé par notamment la rupture de la chaîne des approvisionnements. Alors, rupture des chaînes d'approvisionnement, c'est des sommes énormes d'offres de crédit qui ne sortent pas, qui sont bloquées, donc qui ne servent à rien, qui ne rapportent pas. Bon. Alors, ajouter à ça le fait que cette rupture de chaîne d'approvisionnement à travers le monde, donc depuis le Covid, comme tout le monde le sait, a aussi d'autres répercussions, notamment le fait que les produits se raréfient, deviennent plus chers, donc inflation, donc perte au niveau des entreprises, donc au niveau des entreprises, fermeture ou faillite ou licenciement, ou etc., etc. Mais le premier maillon le plus faible qui va céder là-dedans, c'est la banque, comme on l'a vu par exemple avec la banque de Silicon Valley. C'est pas les entreprises. Bon, il y a des entreprises qui ont fait faillite, etc. Mais le maillon le plus faible qui s'effondre de façon spectaculaire et beaucoup plus grave, c'est la Silicon Valley. Grave en elle-même pour la banque qui a fait faillite, et ben, c'est quand même la 17e des États-Unis. Et La 19e, la 16e des États-Unis. Pardon. ah, ok, le 16e, 17e, enfin à peu près, oui. Ouais. Et donc, c'est là où le plus gros de l'effet se fait sentir, donc de la rupture des éléments qui provoquent cette rupture dans ce cercle continu, offre de crédit, consommation, intérêt, investissement, consommation, intérêt, etc. Bon, alors ça, ils l'ont plus. Donc, s'ils ne l'ont plus, comment le reconquérir? Eh bien, le reconquérir en essayant d'assujettir les installations, les capacités installées de production du monde, qui se trouvent en Chine, en Inde, en Russie, au Brésil, Afrique du Sud, quelques autres pays, mais pas énormément, eh bien, les assujettir à un système financier qui les oblige à recourir à l'emprunt ou à la consommation donc de l'Occident, qui, avec sa puissance financière, va essayer de monopoliser la capacité de déboucher de consommation de ce que produisent les capacités installées dans le monde. Mhm. Alors c'est ça un peu le plan. Donc obliger la Russie, la Chine, l'Inde, etc., à ne plus avoir de marché intérieur, puisque leurs monnaies, qui ne sont pratiquement que des unités de compte pour l'instant, ou des unités de réserve, enfin plus ou moins, eh bien les obliger avec le dollar, qui est l'unité de paiement, qui est l'euro qui domine, les obliger à tout commercialiser et mettre en circulation, etc., en dollars et en euros. Or, le dollar et l'euro sont contrôlés par Paris, Londres et Washington. Et donc, à partir de là, reprendre le contrôle du monde et redevenir gendarme du monde. Mais moi, je pense que c'est un très mauvais plan parce que, un, en ruinant l'Allemagne, parce que l'Allemagne, malheureusement, elle, elle est naturellement destinée à être l'allié de la Russie. Le pacte germano-soviétique, ça aurait été ce qui aurait de meilleur pour la solidité de l'Europe jusqu'au Caucase, enfin jusqu'à l'Oural, jusqu'à je sais pas où, même Mhm. jusqu'à l'Iran, bon, etc. Et par effet domino, jusqu'à la Chine, jusqu'à l'Inde, eh bien malheureusement,
c'est très mauvais pour les États-Unis. Une alliance Allemagne-Russie, c'est la catastrophe pour les États-Unis. Et donc, ce qu'ils veulent avec la guerre d'Ukraine, c'est aussi abattre d'une pierre deux coups la capacité installée allemande en la privant d'énergie et en obligeant l'Allemagne à aller vers le charbon, à aller vers tout ça, ce qui est une catastrophe climatique aussi qui est en train de nous tomber sur la tête, et avec toutes les conséquences financières que ça a, parce que ça a des conséquences financières, évidemment, énormes, et qui vont être de plus en plus énormes. Et donc, la Russie, et bah, par la rupture donc, de la chaîne de vente du gaz, et par effet domino, entraîner la Chine. Bon, l'Inde, elle compte plus ou moins, mais enfin bon, c'est quand même le troisième ou quatrième joueur là-dedans, mais entraîner aussi la Chine à se mettre plus dans le giron de la monnaie unité de paiement mondiale obligée par cette guerre, par cette nouvelle configuration de la géopolitique et de la géoéconomie mondiale. Donc, mais je pense que c'est un mauvais, très mauvais calcul. Parce que la finance, à elle toute seule, elle ne peut pas se soutenir. Ils ne peuvent pas indéfiniment imprimer des billets. Bon, ne Mhm. serait-ce que la trappe à billets dont je viens de parler de John Maynard Keynes. Deuxième mauvais calcul, c'est que l'économie et la capacité, la solidité économique, sociale, etc., du BRICS, dont la Russie et la Chine en particulier, qui sont les deux pivots, sont basés sur l'économie réelle, D'accord. pas sur Je l'inspeculation voulais bancaire. justement rebondir sur le dernier élément que vous venez de citer. Alors, en août de cette année, les BRICS discuteront de la création d'une monnaie commune, Oui, commune, pas unique, oui. commune. C'est-à-dire tout en gardant, en gardant les monnaies nationales. Mais ils feront une monnaie commune lors de leur prochain sommet en Afrique du Sud. Alors, si l'on tire les enseignements du fonctionnement actuel de la zone euro, on parle des disparités, des structures économiques de pays du Sud comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie, par exemple, à celles du Nord, de l'Ouest, on peut penser que cette entreprise ne sera certainement pas de tout repos. Mais j'aimerais bien savoir si une telle initiative se concrétise. Combien de temps faudra-t-il pour que cette monnaie puisse concurrencer le dollar et permettre ainsi à tous les pays qui le souhaitent de dédollariser leurs économies? Et est-ce que vous pensez que les Africains auront tout à gagner en y adhérant? Absolument, absolument. D'ailleurs, déjà, bon, cette réunion du BRICS qui est annoncée en août, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, Mhm. dans laquelle il y a l'Afghanistan, je sais pas, le Tadjikistan, L'Iran. l'Iran, le Kyrgyzstan, le Pakistan, enfin tous ces pays en ce temps, Mhm. pratiquement tous. Dans le sud, il y a le Moyen-Orient, tout le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, les Émirats, tout ça, tout le Moyen-Orient pratiquement, à part le Yémen, je pense, et encore je suis pas sûr, et 20 autres pays qui sont en train de frapper à la porte du BRICS. Mhm. Et donc, ça veut dire qu'on aura, si on fait un compte très rapide, entre 30 et 40 pays qui vont s'unir là au mois d'août et qui vont commencer à penser une monnaie. Et ces 30 à 40 pays, bon, les pays africains, malheureusement, à part l'Égypte et l'Algérie et l'Afrique du Sud, Le je ne sais Nigeria pas si aussi, peut-être. le Nigeria, oui, le Nigeria, effectivement, mais c'est pas la foule, quoi. Bon, mais ils ont intérêt. L'Afrique a vraiment intérêt à essayer d'y aller. Mais c'est pas facile d'y aller juste comme ça. Il faut y aller en ayant un minimum d'intégration de ses propres économies. Un minimum, si je prends le cas d'Algérie, par exemple, qui frappe à la porte du BRICS, ben, l'Algérie n'a pas le centième de l'intégration industrielle du Brésil. Comment elle va rentrer dans le BRICS, avec quel argument? Mhm. En disant je viens dans le BRICS en échangeant de la shorba contre
Ah, peut-être pas de la chorba, mais peut-être à quoi Quoi? les énergies fossiles, le gaz, le pétrole et quelques matières Oh premières, oui, peut-être. mais c'est pas durable. Déjà pour la consommation intérieure algérienne, on est en train de se demander jusqu'à quand on va tenir. Alors pour l'exportation, le gaz, oui, le gaz, on a encore des réserves, on en a, mais malheureusement le gaz, on est concurrencé de partout. Bon, on n'est pas, on est loin d'avoir. Mais ça suffit pas. Écoutez, une économie, ça ne se construit pas sur des matières de Absolument. base et uniquement des matières de base. Il faut d'autres, il faut un peu, un minimum de transformation. Or, le Brésil fait des avions. Le Brésil est déjà dans l'industrie spatiale, comme l'Inde, comme la Chine, comme la Russie. Bon, alors, si nous, on est encore dans le gaz et les pois chiches, ben, c'est quand même, il y a une distance, hein. Mais ce que je préconise personnellement, parce que je travaille au Brésil depuis quelques années, notamment quand il y avait Lula, mais quand Lula est parti, évidemment, je suis parti avec Mhm. Bolsonaro, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Et donc, en travaillant, je pense que je vais retravailler encore, maintenant que Lula est revenu, sur des groupes de promotion, notamment de réactivation des unions d'échange, de commerce, comme le Comesur, le pacte andin, etc., etc. Donc déjà ça, on a commencé à travailler là-dessus et on commençait à avoir quelque chose qui ressemble à ce que faisaient les pays non alignés. Alors ça, c'est ce que je conseille très fortement, revenir à l'esprit d'un non aligné. C'est-à-dire qu'on est arrivé, par exemple, bon, du temps de Lula et du début du BRICS, eh bien, de voir le Venezuela donner du pétrole à Cuba et Cuba lui envoyer des médecins. Mhm. Le Venezuela donnait du pétrole à l'Argentine et l'Argentine lui envoyait de la viande. Le Brésil envoyait du bois ou des minerais ou ceci ou cela. Donc, première étape, ce serait rentrer dans une espèce de système d'échange clearing, donc d'échange par compensation, qui C'est échappe à... exactement ce que développe actuellement l'économiste Sergei Glaziev, qui est le conseiller de Vladimir Poutine sur ces Voilà, questions, de la monnaie eurasiatique. Lui, il est droit dans ses bottes qu'il ne faut absolument pas refaire l'erreur de l'Union européenne, qui est oui, une union financière, mais il faut commencer par développer les pays, l'économie réelle des pays eurasiatiques, créer des moyens d'échange de biens réels exactement, et la monnaie exactement, viendra comme une dernière étape. exactement. Alors, les pays les moins nantis en capacité d'installation de production peuvent envoyer des produits de base que ne possèdent pas. Parmi ces pays-là, il y en a maintenant, il va y en avoir 30, 40, que ne possèdent pas ces pays-là comme matière de base. Et ces pays-là enverraient, comme la Chine commence à le faire d'ailleurs, et la Russie aussi, dans certains pays d'Afrique, à envoyer des moyens de formation de ce qu'on appelle un développement autocentré, c'est-à-dire un développement basé sur la formation des ressources intellectuelles, capacités, intelligence, diplôme, ingénieur, etc., etc., africains, et puis petit à petit des produits avec intégration interafricaine et petit à petit et après on ira à une monnaie. Parce qu'une monnaie commune qui n'est pas installée, qui n'est pas appuyée sur une base de capacité installée de production homogène de l'ensemble des pays qui rentrent dans cette monnaie Mhm. unique ou monnaie provisoirement unique ou monnaie commune ou panier commun de monnaie, enfin il y a plusieurs solutions, eh bien ça ne tiendra pas, ce sera une monnaie artificielle. C'est un peu ce qui est arrivé avec l'euro. Avec l'euro, ils ont essayé avec les maillons faibles, le ventre mou de l'Europe, qui étaient l'Italie, l'Espagne, le Portugal notamment. Et bon, je ne parle pas des pays de l'Est qui sont rentrés dans l'Europe après, ça c'est notre affaire. Mais ils ont essayé ce qu'on a appelé le plan Da Vinci.
Et le plan Da Vinci, c'était des milliers, ou des centaines en tout cas, de milliards, sinon des milliers de milliards d'euros prêtés à fonds perdus à l'Espagne, au Portugal, à l'Italie, etc., pour qu'ils développent leur université, ce qu'on a appelé le plan Erasmus. Erasmus, Le ouais. plan Erasmus est un plan universitaire commun à l'Europe et notamment pour aider les pays, donc ce que j'appelle le ventre mou, à avoir une homogénéité de connaissances et de c'est par là que ça commence. Si vous n'avez pas d'homogénéité de connaissances, donc d'ingénieurs, etc., de gens qui pensent, qui peuvent penser une industrie, une industrialisation de la production et surtout une production industrielle qui doit obligatoirement rentrer dans une logique économique qui rompe avec la logique de la croissance sur les énergies fossiles, la croissance à tout prix, etc. Donc, il faut la repenser complètement. Sans ce genre de cerveau et tout ça, ben ça, c'est la base. Et ensuite, penser les capacités installées qui doivent aller avec, et puis une intégration avec une sorte de division complémentaire du travail, c'est-à-dire pas s'amuser à se concurrencer entre nous, que l'Algérie se mette à faire que du fiat, 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 le Maroc fiat, le Ghana, et tout ça, et puis qu'on ait donc Donc, vous voyez, il y a plusieurs conditions, hein. Il y a Mhm. plusieurs conditions comme ça, mais je résume les principales. Un, d'abord, échange clearing, esprit de non-aligné, pour remonter l'homogénéité. Deux, homogénéité de connaissances et de capacité de concevoir une autre forme d'industrie moins polluante, moins destructrice et plus productive, tout en étant moins coûteuse sur les autres plans, notamment de l'écologie, etc. Et puis, après, donc une homogénéité de qualité et de durée, rapport qualité de vie, durée des produits. Là, je reviens à des classiques, c'est Ricardo. D'accord, David Ricardo, sa théorie du libre-échange et d'union économique, si on veut, il ne parlait pas d'union économique à son époque, mais de libre-échange, c'est l'homogénéité pratiquement absolue entre les pays qui rentrent en libre-échange. C'est-à-dire d'accord, homogénéité culturelle, universitaire, connaissance, etc. Homogénéité de capacité installée, même si c'est différent. Il prenait l'exemple du Portugal qui produit du Porto et de l'Angleterre qui produit du blé et des produits dérivés du blé, etc. Bon, à son époque. Et donc, chacun de son côté développe d'accord, ce qu'il peut développer le plus dans son pays, le mieux et le moins cher, et c'est ça qu'on échange. Donc, ce d'accord, qui fait que, contrairement à ce que pense l'orthodoxie économique, et je termine avec ça pour ce raisonnement, les secteurs compétitifs d'une économie donnée, ce ne sont pas les secteurs comme on nous le répète, parce que c'est l'intérêt de l'Occident, c'est l'intérêt des dominants, c'est l'intérêt du centre, comme le disait Samir Amin, c'est pas l'intérêt des périphéries. Alors, il n'arrêtait pas de nous dire que le libre-échange, c'est tout de suite ouvrir les frontières et que les secteurs compétitifs, surtout chez nous, pays du tiers-monde, pays en développement, c'est les secteurs dans lesquels les salaires sont les plus bas. C'est le contraire. Le secteur le plus compétitif d'un pays, c'est le secteur dans lequel les salaires sont les plus élevés parce d'accord, que ça veut dire que c'est un secteur à haute valeur ajoutée. Alors d'accord. donc voilà, c'est tout ce Ben, mécanisme de pensée économique qu'il faut changer. professeur Omar Aktouf, je vous remercie pour cet entretien passionnant et riche en informations. J'espère que nous avons réussi à éclairer un peu plus cette question de faillite bancaire, de risques systémiques et apporter à nos auditeurs plus d'outils et d'éléments qui leur permettraient de mieux la comprendre, la cerner pour bien se protéger de ces effets négatifs. Donc, j'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci
et à très bientôt.